Alors, ce qui est intéressant, c'est la capacité d'entraînement finalement de cette marque BRICS qui s'ouvre maintenant à BRICS+. Alors c'est vrai que c'est une création. Voilà, c'est une création en effet qui est autour de la Russie au départ, mais qui a réussi quand même à élargir et à les séduire quand même de très nombreux pays. Hein. Quel lien entre l'Éthiopie, le Brésil, l'Iran, la Chine? Je crois que c'est quand même très disparate parce qu'en effet, ils ont des intérêts économiques divergents. Certains veulent continuer de commercer avec l'Occident, tandis que d'autres sont complètement sous sanctions internationales. Donc oui, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais ils ont un intérêt commun, c'est quand même d'avoir ce narratif anti-occidental qu'un autre monde est possible. Quand on regarde, et ça c'est le ministre russe des Finances qui le dit, la croissance des pays du BRICS comparée à celle des pays du G7, on est à 4,4% cette année pour les pays des BRICS, on est à 1,7% pour les pays du G7, 1,7% de croissance. Comme si les Russes voulaient insister sur le fait que finalement le nouveau monde c'était eux. Le G7 c'était l'ancien monde et que finalement les accords de Bretton Woods, tout cet ordre international post-Deuxième Guerre mondiale était maintenant obsolète. L'un des objectifs de ces BRICS, c'est de remettre en place des institutions concurrentes de celles des Occidentaux, c'est-à-dire un nouveau système monétaire international, dédollariser l'économie, avoir de nouveaux moyens de paiement, avoir une nouvelle bourse pour les céréales qui ne serait pas dépendante des prix fixés par les Occidentaux. Donc c'est vraiment une façon de challenger, de mettre au défi le monde occidental. Le sommet des BRICS à Kazan se déroule actuellement et de nombreux événements marquants ont eu lieu en préparation de cette rencontre cruciale en Russie. La Turquie a officiellement déposé une demande d'adhésion et il est probable que d'autres développements m'aient échappé, comme ceux concernant le Venezuela, la Malaisie ou la Serbie. Oui, le Venezuela et la Malaisie sont également impliqués. Je sais également que la Mongolie a été invitée, notamment après la visite de Vladimir Poutine, qui, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, n'a pas été arrêté lors de son passage. Bref, beaucoup de choses se passent autour des BRICS, et ce sommet me pousse à réfléchir à l'émergence d'une nouvelle identité mondiale, indépendante de la domination des États-Unis. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Parlons un peu de ce que nous attendons de ce sommet. Je sais que vous n'aimez pas faire de prédictions, mais y a-t-il des enjeux que vous surveillez particulièrement, qu'ils se réalisent ou non? Nous avons déjà assisté à des développements majeurs. Ce qui est fascinant avec les BRICS, c'est que l'Occident ne semble pas les comprendre du tout. Cela me surprend d'autant plus que je côtoie des experts brillants spécialisés dans la sécurité énergétique mondiale. Pour être performant dans ce domaine, il est indispensable d'avoir une vision claire des dynamiques géopolitiques globales. Pourtant, face au conflit avec la Russie, c'est comme si nous avions fabriqué des clones et étions surpris de les voir se comporter exactement de la même manière. Les analyses, les médias et les think tanks montrent une forte inclination anti-russe. Ce parti pris est tellement marqué qu'il nous empêche de penser de manière rationnelle à la Russie, la réduisant à des caricatures, comme celle de Boris et Natasha dans Rocky et Bullwinkle, ou de Spy vs Spy dans Mad Magazine. Nous croyons réellement à ces représentations simplistes et qualifions Vladimir Poutine de dictateur brutal. Mais en agissant ainsi, on néglige un point crucial. Poutine ne gouverne pas par des décrets autoritaires. Au contraire, il écoute, pose des questions et élabore des solutions consensuelles et réalistes. C'est cette approche qui a permis à la Russie de réussir au cours des 25 dernières années. Ce succès ne repose pas sur une gouvernance autoritaire, mais sur la capacité de Poutine à voyager à travers la Russie, à écouter les maires, les économistes locaux, à poser les bonnes questions, à exiger des réponses pertinentes et à formuler ensuite des politiques solides. Ces stratégies ont permis à la Russie de sortir du chaos des années 1990, un chaos largement causé par l'Occident, et de devenir la puissance qu'elle est aujourd'hui. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas à propos des BRICS. Pour anticiper ce qui se passera lors du sommet de Kazan en octobre, il faut d'abord analyser le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a servi de véritable réunion préparatoire des ministres des BRICS.
La Russie a réuni ses partenaires pour préparer le monde aux bouleversements à venir. Ces changements n'auraient pas été possibles sans la guerre. Si la Russie n'était pas intervenue en Ukraine, et si l'Occident n'avait pas réagi de manière excessive avec ses sanctions, les conditions d'une séparation entre la Russie et l'Occident n'auraient jamais été réunies. L'Occident a également exercé des pressions sur la Chine en utilisant le conflit en Ukraine pour insinuer que Taïwan serait la prochaine cible. Cette pression a contraint la Chine à réévaluer sa stratégie. Nous avons même essayé de pousser l'Inde à se retourner contre la Russie, son allié historique, ainsi que contre la Chine, son concurrent régional. Cependant, l'Inde sait qu'elle doit coexister pacifiquement avec la Chine. L'Occident a déployé des efforts considérables pour semer la discorde au sein des BRICS, mais habituellement, il faut du temps pour qu'une telle coalition se forme. Toutefois, la guerre a accéléré ce processus. Les BRICS, autrefois un forum pour des accords mineurs et une diplomatie de bonne aloi, se sont soudain retrouvés contraints de prendre des décisions stratégiques majeures. La pression du conflit a accéléré leur coopération multilatérale, transformant le groupe en une entité beaucoup plus forte et cohérente. L'an dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les BRICS ont accompli l'impossible. Ils ont décidé de s'élargir. En 2019, la Turquie avait déjà exprimé son souhait de rejoindre le groupe, mais à l'époque, on lui avait répondu que le moment n'était pas encore venu pour une expansion. Nous n'avons pas encore résolu les problèmes fondamentaux des 5 États clés. Cependant, en raison des réactions de l'Occident face à la Chine, à la Russie et à d'autres acteurs, les BRICS se sont élargis. Il revient maintenant à la Russie de structurer ce BRICS élargi en institutions permettant une véritable collaboration multilatérale. En tant que pays hôte, c'est l'occasion pour lui de démontrer l'échec de la politique occidentale de sanctions contre son pays et de prouver qu'il n'est pas si isolé à l'international. Je tiens à vous féliciter. Au cours de ces 15 années d'existence, notre association des BRICS s'est forgé un rôle particulier. Aujourd'hui, de nombreux pays du monde souhaitent rejoindre l'association. Je me réjouis de la discussion que nous aurons demain dans le cadre des BRICS. Cette année, l'organisation accueille 4 nouveaux membres, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Vladimir Poutine a débuté son marathon de rencontres bilatérales avec Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle banque de développement. Le président russe a répété son souhait de réduire leur dépendance au dollar, en proposant d'échanger dans leur propre monnaie. L'augmentation des règlements en monnaie locale permet de réduire les paiements de services de la dette, d'accroître l'indépendance financière des pays BRICS. Elle aide à minimiser les risques géopolitiques au maximum, à libérer le développement de l'économie de la politique, si tant est que cela soit possible dans le monde aujourd'hui. Une idée aussi longtemps défendue par le président brésilien Lula da Silva, seul dirigeant qui ne sera présent que par visioconférence pour des raisons de santé. Autrefois, les sommets des BRICS ressemblaient davantage à des séminaires détendus d'une semaine, sans plan concret. Aujourd'hui, ils prennent la forme de réunions au niveau du G7, où des ministres se réunissent pour aborder des sujets tels que l'économie, la politique étrangère et la sécurité. Ainsi, les dirigeants arrivent à leur rencontre avec une stratégie déjà en place. Les BRICS ne disposaient pas de cette infrastructure auparavant, mais la Russie est en train de la construire. Considérons ce que la Russie a réalisé depuis le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Des rencontres ministérielles se succèdent. En ce moment même, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la sécurité des BRICS, où il est question de créer un équivalent eurasien de l'OTAN pour protéger ce que les BRICS établissent. De plus, 158 nations ont signé le programme de dédollarisation des BRICS. Je me souviens que Donald Trump avait promis d'imposer des droits de douane à quiconque abandonnerait le dollar. Pourtant, aujourd'hui, le monde entier s'éloigne de cette monnaie. Bonne chance à lui pour tenter d'imposer des tarifs à l'échelle mondiale. Nous pensions que l'inflation était déjà préoccupante auparavant, mais examinons la situation actuelle. L'expression « trop tard et trop peu » illustre parfaitement notre réalité. Mais revenons aux BRICS. Ce que les Russes entreprennent actuellement, c'est de créer une institution véritable. Ils institutionnalisent le concept d'un travail multilatéral basé sur le consensus, et il est impressionnant de constater leur réalisation. Une fois de plus, il semble que l'Occident ne soit pas conscient de cela. Nous avons été conditionnés à ne pas reconnaître les efforts des Russes,
mais ils ont maîtrisé l'art de la diplomatie. Réfléchissons un instant. La Russie a institutionnalisé la formation d'un consensus multilatéral. C'est exactement ce que l'ONU devrait faire. Mais grâce à l'utilisation par les États-Unis de leur droit de veto par les 5 membres permanents, cela n'est pas réalisé. Actuellement, ils réunissent la Russie, la Chine et l'Inde, 3 nations qui ne sont pas toujours d'accord mais qui se rassemblent. Je pense que bientôt, nous aurons un groupe des grandes puissances. Avec Erdogan et Maduro, les gens ont déjà compris que Maduro contrôle une grande quantité de pétrole et que le Venezuela possède un potentiel économique énorme. De plus, l'Iran rejoint également le groupe, et si Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, s'y ajoute, cela renforcera davantage cette coalition. Lavrov a récemment été en Arabie saoudite pour rappeler l'importance de se ranger du bon côté de l'histoire. Je pense que MBS viendra, et nous aurons alors un groupe central qui contrôlera la sécurité énergétique mondiale, tant directement qu'indirectement, par l'influence qu'ils pourront exercer. Ils ne se rassemblent pas seulement pour réagir à des événements. Des plans sont en cours et des préparations sont en train de s'organiser, ce qui nous amène à une nouvelle ère de diplomatie. C'est le type de diplomatie que les États-Unis maîtrisaient autrefois, à une époque où nous avions de véritables diplomates, capables de communiquer efficacement. Autrefois, nous étions sûrs de nous. Je ne dis pas que tout ce que l'Amérique a fait sous Ronald Reagan était juste. Nous savons que ce n'était pas le cas. Mais au moins, nous pratiquions la diplomatie. Nous n'avions pas peur de nous asseoir de bonne foi à la table des négociations, même si d'autres n'étaient pas de notre avis. Aujourd'hui, nous avons peur de notre propre ombre. Nous ne savons plus qui nous sommes, ni d'où nous venons. Nous sommes en train de détruire notre propre histoire, ce qui signifie que le fondement qui nous définit s'effrite. Alors que notre socle s'effondre, nous devrions défendre notre identité avec force auprès du reste du monde. Malheureusement, nous n'avons pas d'arguments convaincants, alors nous critiquons et attaquons les autres. Cela n'est pas de la diplomatie. Nous sommes également devenus dépendants de la guerre. Dwight D. Eisenhower nous a mis en garde dans son discours d'adieu, affirmant que le complexe militaro-industriel, en collaboration avec le Congrès, crée un cycle de financement et de production qui stimule artificiellement l'économie et concentre le pouvoir politique et économique entre les mains de quelques-uns. C'est exactement ce qui s'est produit. Nous sommes devenus une nation qui, au lieu de rechercher des solutions diplomatiques, privilégie des résultats dictés par des exigences de compromis, de négociation et de consensus. Nous disons, au diable votre consensus, voici ce que nous voulons. Et si d'autres ne sont pas d'accord, nous les sanctionnons. Si vous touchez au dollar, nous vous sanctionnons. Et si vous résistez, nous menacerons de vous bombarder. Regardez nos actions récentes. Montrez-moi la dernière fois où nous avons proposé une solution en construisant des infrastructures ou en apportant des améliorations. Approchons-nous de l'Afrique. Nous agissons avec notre militaire. Que ce soit dans la situation en Ukraine ou ailleurs, nous nous appuyons sur notre force militaire. C'est la seule solution que nous connaissons aujourd'hui. Nos diplomates portent des étoiles sur leurs uniformes. Par exemple, au Moyen-Orient, les personnalités les plus influentes ne sont pas les ambassadeurs, mais celles de Central Command. Les ambassadeurs jouent un rôle secondaire par rapport à Central Command, qui dicte la manière dont les choses doivent se passer. L'Amérique est définie par son armée, mais maintenant, notre militaire est en déclin. Nous ne pouvons plus nous permettre de le maintenir à son niveau actuel et nous ne savons plus comment collaborer efficacement avec les autres. Nous avons créé un vide de leadership qui facilite l'émergence des BRICS. Si nous étions toujours une force diplomatique dominante comme à l'époque de Ronald Reagan, les BRICS auraient beaucoup plus de mal à s'implanter. À cette époque, les gens auraient regardé les BRICS en se disant « Eh bien, nous verrons comment cela se passe, mais l'Amérique n'est pas si mauvaise après tout. » Cependant, maintenant, les gens perçoivent l'Amérique comme un belliciste. Oui, nous allons établir les BRICS. Nous avons transformé les BRICS en une alternative crédible. Les BRICS sont réels et révolutionnaires. Si la Russie parvient à organiser cette réunion à Kazan, la face du monde ne sera plus jamais la même.
Cela représente littéralement un moment clé. C'est véritablement les images que voulait Vladimir Poutine. Les grands de ce monde, une partie, on verra avec Laura Pouget dans un instant, l'importance des BRICS. On n'est pas dans un petit club, on est pratiquement sur la moitié de la planète. Et pour lui, c'était le moment de dire aux Occidentaux, dans sa croisade contre les Occidentaux, regardez, je ne suis pas seul. Une grande partie du monde, et peut-être même les plus puissants, sont avec moi. Bien sûr, c'est exactement les images que voulait Vladimir Poutine. Après, il faut quand même les analyser et peut-être même les critiquer. Les BRICS, c'est quand même une création de Poutine et Lavrov en 2009. Dans ce format, il ne peut pas être isolé. Il ne peut pas être isolé dans le propre club qu'il a créé avec son ministre des Affaires étrangères. Et il est un peu, parfois caricatural, de parler des BRICS comme une coalition anti-Occident. C'est quand même beaucoup plus nuancé. C'est même pas forcément un bloc. Ils représentent ce qu'on appelle... Un groupement d'intérêts, non? On pourrait dire ça comme ça? Parfois, ils ont beaucoup d'intérêts divergents. Donc c'est plutôt la représentation de ce qu'on appelle désormais le Sud global, mais c'est loin d'être un bloc. Ils ont des stratégies et des intérêts très divers, mais effectivement, en termes de communication, c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine. Je ne suis pas isolé, je suis avec les grandes puissances de ce monde qui représentent 50% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial, mais ces pays sont beaucoup plus liés par un narratif sur, par exemple, le nouveau colonialisme de l'Occident. Oui, la lutte contre le... Tous ceux qui vivent aujourd'hui devraient comprendre l'importance de ce qui se prépare. Ce changement va transformer le monde pour toujours. Il y aura un avant et un après les BRICS. Une fois que les BRICS seront pleinement opérationnels, l'ordre international basé sur des règles disparaîtra. Nous avons connu que cet ordre international établi par une Amérique qui tient à être l'hégémon mondial. C'est le monde dans lequel nous avons vécu au cours des 7 dernières décennies, mais cela va bientôt changer. Nous entrons dans une toute autre ère. Je ne dis pas que ce sera meilleur, mais cela sera différent et nécessitera une approche complètement nouvelle. En tant qu'Américains, le plus grand défi sera d'accepter que nous ne sommes plus les rois du monde. Nous ne serons qu'un parmi tant d'autres, pas la première puissance. Nous ne sommes pas supérieurs dans tous les domaines, et il existe de nombreux endroits dans le monde où d'autres le sont. Certaines personnes se demandent peut-être comment les Américains peuvent s'adapter, mais regardez la Chine. Il fut un temps où la Chine n'était pas numéro 1 en compétition avec le Japon et la Corée du Sud. Mais la Chine n'a pas abandonné en disant « Nous n'existons pas, nous sommes mauvais ». Non, la Chine a persévéré et a progressé. La Russie, dans de nombreux domaines, n'est pas non plus numéro 1, mais elle est une nation fière. Elle a utilisé ses ressources considérables grâce à la diplomatie. L'Amérique pourrait être une puissance mondiale, pas la puissance mondiale, mais une puissance mondiale, si nous investissions simplement dans la diplomatie. Nous avons de bonnes personnes, de bonnes idées, et nous savons comment accomplir des choses. Si nous réduisions de moitié nos groupes de porte-avions, si nous cessions de dépenser de l'argent pour de nouveaux systèmes de dissuasion nucléaire que nous ne pouvons pas nous permettre et dont nous n'avons pas besoin, et si nous réalisions des audits appropriés de nos dépenses militaires, afin de ne pas perdre de vue des milliards de dollars, nous pourrions réduire notre budget de défense de 40%. Notre budget de défense s'élève à presque 1 trillion de dollars. Je pourrais en supprimer 400 milliards. Si je n'accordais qu'1% à l'État, il pourrait accomplir d'excellents travaux. Nous pourrions former des diplomates de qualité et renforcer nos ambassades, non pas pour espionner, mais pour travailler avec les gens et résoudre des problèmes ensemble. Autrefois, les Américains savaient comment résoudre les problèmes. Nous retroussions nos manches et nous nous mettions au travail. Retrouvons cet état d'esprit et redevenons cette nation proactive. Cela ne signifie pas que nous devons chasser les Chinois. Imaginez qu'Amérique puisse intervenir dans des régions en difficulté en disant « Avez-vous besoin d'aide? Nous ne sommes pas ici pour vous remplacer, mais pour vous accompagner. Comment pouvons-nous vous aider à améliorer votre situation ?» Si nous étions sincères, la Chine répondrait probablement « Bien sûr, entrez et aidez-nous ». Visualiser un monde où les nations collaborent pour résoudre des problèmes communs. C'est là la vision des BRICS, un forum multilatéral fondé sur le consensus. L'Amérique pourrait jouer un rôle clé dans ce cadre si nous étions prêts à changer notre mentalité. Malheureusement, cela semble impossible,
car l'Amérique tend à imposer des résultats plutôt qu'à favoriser la coopération. Nous avons souvent tendance à écouter les autres avec méfiance, préférant nous positionner comme les plus puissants et à forcer les autres à plier devant notre volonté. Tant que cette approche prévaudra dans nos relations internationales, nous continuerons d'échouer, et cela explique nos difficultés actuelles. Pour conclure, beaucoup de vos observations sont pertinentes, notamment concernant la quête de guerre par l'Amérique, qui a favorisé les BRICS. Avant le conflit en Ukraine, alors que j'observais les BRICS et la montée de la multipolarité, il n'y avait pas d'attente quant à l'impact que les BRICS auraient aujourd'hui. C'était qu'une discussion, un événement important, mais qui ne semblait pas destiné à transformer le monde. C'était un processus continu entre des pays souvent en désaccord, sauf peut-être sur leur objectif commun de développement économique. Un concept très large. Il aurait fallu des générations pour que cela porte ses fruits. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de générations. Grâce au sommet des BRICS, nous assistons chaque année à des changements significatifs. Ironiquement, les BRICS ont dû suspendre leur expansion formelle en raison de leur taille croissante. En tant qu'organisation fondée sur le consensus avec des règles peu établies, ils doivent maintenant définir ces règles et tracer leurs prochaines étapes en tant que bloc. Plus de 40 pays souhaitent rejoindre, et des acteurs clés comme la Turquie désirent jouer un rôle plus actif au sein des BRICS. Ce sommet marquera sans aucun doute un engagement accru pour ceux qui partagent les objectifs des BRICS. Enfin, sur la question de la coopération des États-Unis, mon séjour en Chine m'a permis de constater clairement le potentiel de l'Amérique à coopérer globalement, sans être contrainte par des conflits armés. Avant ce sommet, plusieurs en ont profité pour entamer une visite d'État, comme le président nigérian, accueilli par Xi Jinping. La Chine et le Nigeria, qui ont déjà un demi-siècle d'histoire, doivent renforcer leur programme de développement économique et commercial. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges de près de 168 milliards de dollars entre janvier et juin. Le continent est au cœur des nouvelles routes de la soie, initiative lancée par Pékin pour sécuriser un accès aux ressources naturelles africaines en échange d'investissements colossaux. Les entreprises chinoises ont participé à la construction et à la rénovation dans divers pays africains de 10 000 km de chemins de fer, de 100 000 km d'autoroutes et d'un millier de ponts. Des infrastructures financées par des prêts massifs des banques publiques chinoises qui ont endetté les pays africains. Mais le montant de ces prêts diminue. L'an dernier, il s'élevait à 4,6 milliards de dollars, 6 fois moins que les sommets atteints en 2016. Pendant mon temps à Pékin, j'ai dû prendre la voiture à plusieurs reprises pour me rendre à divers endroits en raison des préparatifs pour le forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Le 4 septembre, alors que je partais, les dirigeants africains venaient d'arriver et ils avaient même un ministre qui les rencontrait avant le forum proprement dit. Le trafic était tout simplement épouvantable. Pourquoi cela? Ce n'était pas parce que l'armée ou la police envahissait les rues, mais parce qu'il y avait des agents de la circulation partout pour garantir la priorité des dirigeants africains sur les routes. L'objectif principal était d'assurer que les dirigeants africains participant au forum puissent circuler librement. C'était presque incroyable, comme si l'on arrivait à New York City, où Manhattan serait entièrement fermé pour les diplomates en visite. Un tel niveau de sécurité est inimaginable aux États-Unis. Bien sûr, il arrive que le trafic soit congestionné lors d'événements de haut niveau. Mais ce qui s'est produit pendant ce sommet africain en Chine était d'une toute autre ampleur. Vous avez soulevé un point intéressant sur ce sommet Chine-Afrique. C'est l'un de ces cas où l'Occident semble désemparé face à ce que la Chine accomplit sur la scène mondiale aujourd'hui. La nouvelle initiative de la route de la soie est souvent accueillie avec scepticisme. On entend régulièrement dire que c'est un piège à dette. Certaines personnes persistent à affirmer que cela ne fonctionnera pas. Et j'ai même travaillé avec quelqu'un qui soutenait fermement que c'était un piège à dette, quel que soit le montant des preuves présentées. Cependant, si tel était le cas, les dirigeants africains ne se rendraient pas en Chine. Ce n'est pas un piège à dette, mais plutôt la manière dont l'Afrique se positionne comme un acteur global
grâce au développement des infrastructures, en partenariat avec un pays qui privilégie la construction de ports, de routes et de ponts plutôt que l'édification de bases militaires ou le recours à des drones armés. Je ne prétends pas que la Chine soit parfaite. Ils ont négocié des accords injustes dans le passé. Cependant, ils ont souvent corrigé leurs erreurs, restructuré des contrats si nécessaire et continué d'avancer. La Chine ne cherche pas à conquérir le monde, ils tentent d'améliorer leur situation économique et celle des pays avec lesquels ils collaborent. Ils comprennent que cela n'a rien à voir avec le colonialisme. On ne peut pas simplement extraire des ressources et disparaître. Il faut établir des chaînes d'approvisionnement solides et des bénéfices mutuels. Si la nouvelle route de la soie ne créait que des pièges à dette, il ne serait pas logique que des agents de circulation chinois bloquent le trafic pour permettre aux dirigeants africains de circuler librement alors qu'ils affluent pour participer à ce forum. Ils savent que ce partenariat est la meilleure voie à suivre. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un grand groupe de dirigeants africains se rendre aux États-Unis pour un événement similaire? Ne serait-il pas agréable que des agents de circulation à San Francisco bloquent les routes pour un sommet africain axé sur le développement des infrastructures? Au lieu de cela, nous avons été expulsés d'une base aérienne en Niger, d'une valeur de 110 millions de dollars, car nous n'offrons rien d'autre que la guerre. Si l'on ne se plie pas à notre programme militarisé, nous passons simplement à autre chose. Nous avons été chassés du Niger, avons essayé d'aller au Tchad, où nous avons été trompés, et avons également été expulsés. Le monde commence à réaliser que les États-Unis ne sont qu'une nation en uniforme. Et ces uniformes ont un coût, souvent au détriment de la vie et des ressources, dans des pays qui luttent pour améliorer le niveau de vie de leur population. L'Amérique ne pense pas ainsi. Nous voulons établir des bases militaires, envoyer des drones et tirer des missiles. Pendant ce temps, les nations doivent bâtir leurs infrastructures pour améliorer la vie de leurs citoyens. Ce n'est pas ainsi que nous devrions agir. Pour conclure, j'aimerais partager une expérience personnelle. J'étais dans la voiture d'un journaliste de la Beijing Review, essayant de naviguer à travers le trafic. Nous nous sommes souvent retrouvés bloqués et avons tenté de passer par des rues secondaires, mais rien ne semblait fonctionner. À un moment donné, j'ai suggéré qu'il demande à un agent de la circulation de nous laisser passer, mais il a rapidement rejeté l'idée en disant que cela ne nous aiderait pas et que la situation était bien plus importante que nous. Je lui ai alors posé des questions sur l'Afrique et sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Il m'a répondu qu'ils aiment l'Afrique et les Africains, car ils voient des êtres humains dans le monde entier et qu'ils étaient autrefois pauvres. Quand ils constatent que des gens souffrent de la pauvreté, ils veulent les aider et faire tout ce qu'ils peuvent. Il a également mentionné un aspect pragmatique. Pour produire de nombreuses choses, il faut les vendre. Mais si les gens n'ont pas d'argent pour acheter ces produits, cela devient impossible. En réalité, une grande partie des nouvelles routes de la soie vise à aider les pays à améliorer leur niveau de vie. Il est crucial qu'ils parviennent à élever leur niveau de vie. Ensuite, on peut se dire, regardez cela. Vous avez la deuxième plus grande superficie terrestre et l'un des continents les plus riches du monde. Désormais, les gens ont de l'argent dans leur poche et peuvent acheter des choses comme vos véhicules électriques et toute cette capacité de production supplémentaire que vous ne pouvez tout simplement pas vendre à la population chinoise. Il y en a tout simplement trop. Il y a donc aussi du pragmatisme ici. Mais oui, le sommet des BRICS sera réellement immense. Et c'est un moment passionnant. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que notre Patreon et notre Telegram sont toujours en préparation. Passez une bonne journée.